Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Les auditeurs sont invités à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Ce podcast, créé par Bertrand Mariot, avocat à la Cour, a pour mission d'apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles, soigneusement synthétisées et structurées. Veuillez noter que cette analyse a été préparée en date du 20 octobre 2025. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet, crucial. Une vraie transformation qui redéfinit pas mal de choses pour l'industrie des fonds ici, au Luxembourg. On parle de la nouvelle ère de la conformité LBCFT, la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Oui, tout à fait. Ce qui était encore théorique, disons en 2024, c'est devenu la réalité opérationnelle fin 2025. C'est concret. Et on parle d'un changement majeur, c'est ça, hein ? Ah oui, on peut même dire que c'est le changement le plus significatif qu'on ait vu dans ce domaine depuis plus de 10 ans facile. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette nouvelle architecture de conformité. On pourrait la voir un peu comme une trinité. Une trinité, c'est-à-dire ? On a 3 grands piliers qui convergent. Un nouveau superviseur au niveau européen, l'AMLA, ensuite un corpus de règles unifiées pour tout le monde, et enfin l'intégration, disons, complète et définitive des actifs numériques dans le périmètre. D'accord, donc nouveau superviseur, règles unifiées et cryptos intégrés. Ça demande forcément une recalibration assez profonde, non ? Exactement. Une recalibration à la fois stratégique et opérationnelle. C'est tout l'enjeu. C'est un sacré programme. Si on devait vraiment extraire la quintessence de tout ça, les 3 messages clés à retenir, ça serait quoi ? Bonne question. Alors, premièrement, et c'est fondamental, il faut bien comprendre qu'on parle d'une révolution. Ce n'est pas juste une évolution, une petite mise à jour. Une révolution, carrément ? Oui, le nouveau règlement LBC européen, l'AMLR, et surtout la nouvelle autorité anti-blanchiment, l'AMLA, ce ne sont pas de simples ajustements. C'est un changement de paradigme. On passe à un modèle beaucoup plus centralisé, plus harmonisé, et aussi, il faut le dire, plus intrusif. Ça oblige tout le monde à revoir sa copie en termes de gouvernance, de cadre de risque. D'accord. Révolution, pas évolution. C'est noté. Le deuxième message clé. Deuxièmement, c'est l'intégration incontournable des cryptoactifs. C'est fini le temps où c'était un peu à part. Avec l'application du règlement MiCA sur les marchés de cryptoactifs et de la fameuse Travel Rule du règlement TFR sur les transferts de fonds, le périmètre LBCFC s'est élargi de manière irrévocable. Et ça touche qui concrètement ? Tous ceux qui interagissent avec les prestataires de services sur cryptoactifs, les PACC ou CASP en anglais. Ils sont maintenant considérés comme des entités assujetties, comme une banque ou un gestionnaire de fonds. Donc interagir avec eux ou même juste avec des portefeuilles auto-hébergés, ça introduit une nouvelle complexité, un nouveau vecteur de risque. Avoir une expertise là-dessus, ce n'est plus une option, c'est stratégique. Je vois. Et le troisième point, vous parliez de transformer la contrainte en avantage, c'est ça ? Ça semble un peu contre-intuitif. Oui, mais c'est pourtant le cas. Troisièmement, la conformité devient un différenciateur compétitif. C'est peut-être le changement de mentalité le plus important. Dans ce nouvel environnement, gérer ses obligations de manière vraiment proactive, experte, ce n'est plus juste un centre de coûts. Ah bon, oui. Comment ça ? Ouais. Si vous maîtrisez parfaitement la documentation, la négociation avec les clients sur ces aspects, la technologie nécessaire, vous transformez la conformité en un véritable argument de vente. Ça renforce la confiance des investisseurs institutionnels et ça peut même vous permettre d'accompagner plus facilement des stratégies de croissance, notamment vers les actifs numériques. D'accord, donc révolution, intégration crypto et conformité comme atout stratégique. Les 3 points sont clairs. Alors, entrons un peu plus dans le détail de cette fameuse Trinité LBCFT. Commençons par le sommet, par l'AMLA, cette nouvelle autorité européenne. C'est qui exactement ? Alors, l'AMLA, l'autorité anti-blanchiment européenne, elle est basée à Francfort. Juridiquement, elle existe depuis juin 2024. Là, en octobre 2025, elle est vraiment en train de monter en puissance, de devenir opérationnelle. Et son rôle, c'est elle qui va tout superviser maintenant ?
C'est le pilier le plus structurant, oui. Ça marque vraiment un tournant vers la centralisation. Fini l'époque où chaque pays faisait un peu à sa sauce, avec des interprétations parfois différentes. D'accord, la centralisation, mais concrètement, elle va faire quoi? Est-ce qu'elle remplace la CSCF, par exemple, au Luxembourg? Pas tout à fait. Son rôle est double. D'un côté, elle va superviser directement un groupe d'acteurs financiers, environ 40 dans toute l'UE, ceux considérés comme les plus à risque au niveau transfrontalier. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre fin à ce qu'on appelle parfois l'arbitrage réglementaire. C'est exactement ça. L'objectif est clair, harmoniser, harmoniser, harmoniser. Donc, même si une société de gestion ou un administrateur luxembourgeois n'est pas directement sous la loupe de l'AMLA, il va quand même sentir son influence via la CSF. Absolument. L'approche de la CSF, ses attentes, ses contrôles, tout ça sera directement influencé, façonné par les standards émis par l'AMLA. C'est une européanisation très nette de la supervision LBCFT. Pour les plus gros acteurs luxembourgeois, c'est une couche de supervision directe de l'UE qui s'ajoute. Pour les autres, c'est une supervision nationale, mais sous forte influence européenne. D'accord. Ce nouveau gendarme européen, l'AMLA, a donc besoin de règles du jeu claires et surtout unifiées. Ce qui nous amène naturellement au deuxième pilier, la refonte réglementaire, avec la MLR et la 6e directive LBC. Qu'est-ce qui change vraiment dans les règles elles-mêmes? Alors là, le gros changement, c'est l'outil législatif utilisé. Avant, on fonctionnait beaucoup avec des directives. Chaque pays devait les transposer dans son droit national, ce qui laissait toujours une petite marge de manœuvre, des variations possibles. Oui, on voyait parfois des différences d'un pays à l'autre. Exactement. Maintenant, on passe à un règlement, l'AMLR. Et un règlement, c'est directement applicable partout, de la même manière, sans transposition. C'est une harmonisation beaucoup, beaucoup plus forte. Le fameux Single Rulebook. Voilà. Et ce règlement est complété par une nouvelle directive, la 6e, AMLB6, qui, elle, se focalise sur l'harmonisation des aspects pénaux. Mais le cœur des obligations opérationnelles, c'est dans l'AMLR. Et dans ce nouveau règlement unique, il y a des changements concrets sur les obligations des professionnels. Des exemples? Oui, plusieurs. Prenons les bénéficiaires effectifs, par exemple. La définition est standardisée, c'est 25% ou plus d'intérêt ou de contrôle. C'est la même règle partout dans l'UE. Et il y a des règles plus claires pour les structures complexes, type trust ou fondation. Et ce seuil de 25%, il est fixe. En principe, oui, mais, et c'est important, la Commission européenne a la possibilité de l'abaisser jusqu'à 15% pour certains secteurs jugés à plus haut risque. Donc il faut rester vigilant là-dessus. D'accord. Autre point? La vigilance renforcée, l'EDD, Enhanced Due Diligence. Il y a de nouveaux cas où elle devient obligatoire. Par exemple, pour les relations avec des clients très fortunés, les fameux High Net Worth Individuals. Comment sont-ils définis? Alors, le seuil est précis. Un patrimoine total de plus de 50 millions d'euros et l'entité assujettie doit gérer plus de 5 millions d'euros pour ce client spécifique. Si ces deux conditions sont réunies, hop, vigilance renforcée obligatoire. C'est une approche très ciblée sur le risque. Et pour les personnes politiquement exposées, les PPE, est-ce que ça bouge aussi? Oui, la définition est élargie. Désormais, les frères et sœurs d'une PPE sont explicitement considérés comme des proches associés, ce qui n'était pas forcément le cas partout avant. Ah oui, ça peut concerner plus de monde. La définition des PPE dites nationales inclut maintenant certains dirigeants d'autorités locales ou régionales, dès lors que la commune ou la région compte au moins 50 000 habitants. Ça augmente potentiellement le nombre de clients à identifier et suivre comme PPE. D'accord. Et vous mentionniez aussi des changements sur l'externalisation? Oui, l'outsourcing. Le nouveau règlement pose des limites plus strictes. Certaines fonctions jugées vraiment critiques ne peuvent plus être externalisées. Comme quoi, par exemple? Par exemple, l'approbation finale de la politique d'appétit au risque LBCFT de l'entreprise, ou bien la décision ultime de faire ou non une déclaration d'opération suspecte aux autorités. Ces décisions-là doivent rester en interne. La responsabilité ne peut pas être déléguée à un prestataire externe sur ces points névralgiques. Exactement. C'est l'autre grande nouveauté structurelle. Au Luxembourg, c'est la loi du 6 février 2025 qui met tout ça en musique. Elle adapte notre cadre LBCFT pour intégrer pleinement MiCA et le TFR. Le TFR, c'est donc lui qui impose la Travel Rule pour les cryptos.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette règle? C'est un peu comme pour les virements bancaires classiques en fait. La Travel Rule, qui est applicable depuis le 30 décembre 2024 déjà. Ah oui, depuis presque un an déjà. Oui, elle impose que tous les transferts de cryptoactifs, absolument tous, sans aucun seuil minimum. Dès le premier euro? Dès le premier euro. Ils doivent être accompagnés d'informations sur qui envoie l'initiateur et qui reçoit le bénéficiaire. C'est la fin d'une certaine forme d'anonymat, du moins entre les plateformes régulées. Et il y a une particularité pour les portefeuilles non hébergés, les self-hosted wallets. Oui, pour les transferts depuis ou vers ce type de portefeuille, s'ils dépassent 1 000 €, il y a une obligation supplémentaire. Vérifier que la personne qui fait le transfert est bien le propriétaire du portefeuille auto-hébergé. D'accord. Et les plateformes crypto, elles-mêmes, les PSCA, quel est leur statut maintenant? C'est très clair, ils sont désignés comme entités assujetties dans la loi LBCF luxembourgeoise, au même titre qu'une banque ou un assureur. Donc, ils doivent respecter toutes les obligations LBCFT et ils sont supervisés par la CSF. Il y avait une période de transition, non? Oui, pour ceux qui étaient déjà enregistrés sous l'ancien régime, les PSAV, avant le 30 décembre 2024, ils ont jusqu'au 1er juillet 2026 pour continuer sous cet ancien statut. Mais après cette date, ils devront obligatoirement avoir obtenu l'agrément MiCA pour opérer. La CSSF a donc vu ses pouvoirs renforcés sur ce secteur. Clairement. La loi de février 2025 lui donne des pouvoirs de supervision et de sanction bien plus étendus et explicites sur tout ce qui touche aux cryptoactifs. On parle d'amendes administratives qui peuvent monter jusqu'à 15 millions d'euros et même de la possibilité de saisir le procureur pour des poursuites pénales. Le ton a changé. C'est impressionnant. Et c'est vraiment la convergence de ces 3 piliers, AMLA pour la supervision, AML-RMLD 6 pour les règles, MiCA-HTR pour les cryptos, qui forment cette trinité de la conformité. Le résultat, c'est que le calcul du risque, pour n'importe quel prestataire de services financiers, est devenu fondamentalement différent. Comment ça? Avant, on se concentrait beaucoup sur le risque lié au client. Maintenant, il faut intégrer d'autres dimensions. Le risque de l'actif lui-même. Est-ce qu'un crypto traçable, opaque? Le risque de la contrepartie? Est-ce que le PSCA utilisé est bien agréé MiCA? Est-ce qu'un portefeuille hébergé ou non? En plus du risque client classique. Et tout ça sous une supervision européenne qui s'annonce plus présente et plus exigeante. Forcément, cette complexité accrue doit avoir des impacts très très concrets sur le travail quotidien des gestionnaires de fonds, des administrateurs, des dépositaires. Comment ça se traduit en pratique, niveau gouvernance, niveau documentation? L'impact est direct, oui. Toute la documentation contractuelle clé doit être revue. Je pense aux contrats d'administration de fonds, de domiciliation, de dépositaire. C'est indispensable de les mettre à jour pour refléter ces nouvelles obligations et surtout pour bien répartir les responsabilités et les risques entre les parties. On peut imaginer le genre de clauses qui deviennent nécessaires. Sans être trop technique, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'intégrer des protections et des clarifications. Par exemple, on voit apparaître des clauses où le client, le fonds d'investissement, doit garantir qu'il a fait sa propre vérification sur les PSCA qu'il utilise, notamment qu'ils sont bien agréés MiCA. D'accord, une sorte de déclaration sur l'honneur. Un peu plus que ça, une garantie contractuelle. Ou alors des clauses où le client s'engage formellement à fournir, sur demande et sans délai, toutes les informations nécessaires pour la Travel Rule, surtout si des portefeuilles auto-hébergés de plus de 1 000 € sont utilisés. Et des clauses pour se protéger en cas de problème? Oui, bien sûr. Des clauses d'indemnisation renforcées. Elles visent à protéger le prestataire, l'administrateur, le dépositaire contre les conséquences financières, amendes, sanctions, pertes, si le client fournit des informations inexactes, incomplètes ou tardives concernant ses activités liées aux actifs numériques. Il s'agit de définir clairement qui porte le risque si l'information fournie n'est pas bonne. Et au-delà des contrats, les processus internes doivent aussi évoluer. L'entrée en relation avec un nouveau client, par exemple. Ah oui, absolument. Les questionnaires d'intégration client, les fameux onboarding checklist, doivent devenir beaucoup plus précis sur l'exposition potentielle aux cryptoactifs. Il faut poser les questions. Utilisez-vous des PSCA? Si oui, lesquels? Quel est leur statut réglementaire? Comment gérez-vous les interactions avec des portefeuilles auto-hébergés? Ce sont des questions qui deviennent standards. Et au niveau des conseils d'administration? Là aussi, ça change. Les dossiers préparatoires pour les réunions du conseil, les board packs, doivent maintenant intégrer une discussion et une validation de l'appétit au risque LBCFT spécifique aux actifs numériques. Le conseil doit approuver formellement les nouvelles procédures mises en place. C'est une responsabilité qui monte au plus haut niveau.
On imagine que tout ça représente un effort, et donc un coût non négligeable. Comment on aborde cette discussion avec les clients, surtout sur la question sensible du prix de ces services renforcés? C'est un exercice délicat, c'est sûr. Ça demande beaucoup de pédagogie. Il faut réussir à changer la perspective. On ne fait pas ça contre le client ou juste parce que le régulateur l'exige. On met en place des contrôles plus forts pour protéger le fonds et donc ses investisseurs dans un environnement qui est devenu objectivement plus risqué et plus complexe. Il faut éduquer le client sur les risques. Exactement. Expliquer les risques concrets liés à l'utilisation d'un PSCA qui ne serait pas conforme à MiCA ou les difficultés posées par des transferts vers des portefeuilles non vérifiés. En faisant ça, le prestataire se positionne non pas comme un simple exécutant, mais comme un partenaire, un gardien de l'intégrité du fonds. Et pour justifier une éventuelle hausse des tarifs? Il faut être transparent sur les coûts réels. Des études récentes ici au Luxembourg montrent que les coûts liés à la conformité LBCFT ont augmenté en moyenne de 18% ces 2 dernières années. Et pour presque un tiers des entreprises, l'augmentation dépasse même 30%. Ah oui, quand même. Donc, maintenir des modèles de tarification anciens, souvent basés sur des frais annuels fixes qui ne tiennent pas compte de cette nouvelle complexité liée aux cryptos ou à d'autres facteurs de risque, ce n'est tout simplement plus viable, ni très transparent d'ailleurs. Alors, quelle serait une approche tarifaire plus adaptée? Une sorte de tarification à la carte, en fonction du risque? Oui, c'est vers ça qu'on s'oriente. Un modèle multiniveau, plus granulaire, plus ajusté au profil de risque réel du client et aux services spécifiques fournis. On pourra avoir par exemple des frais de base pour le service standard sur une structure simple à faible risque. Et ensuite? Ensuite, des modules additionnels. Un niveau pour une complexité LBCFT accrue si le fonds a des investisseurs dans des zones géographiques sensibles ou une structure très complexe. Un autre niveau, spécifique pour les services liés aux actifs numériques. Ça couvrirait les diligences sur les PSCA, la surveillance des transactions crypto, la gestion de la travel rule. Comment facturer ce niveau crypto? Ça pourrait être un pourcentage des actifs crypto sous gestion ou peut-être des frais par transaction pour couvrir les coûts opérationnels de la travel rule. Et puis, on pourrait aussi imaginer des frais ponctuels, des frais de projet pour des situations très complexes, comme la migration d'un portefeuille crypto important depuis un PSCA basé hors de l'UE, par exemple. Quels sont les postes de dépenses qui tirent ces coûts vers le haut pour les prestataires? Et quel est le bon timing pour se mettre en conformité? Est-ce qu'on a encore le temps? Les moteurs de coûts sont assez clairs. D'abord, il y a l'investissement technologique. Il faut des logiciels de surveillance LBCFT plus sophistiqués, capables par exemple de faire de l'analyse de blockchain pour tracer les flux crypto. C'est cher. Et ensuite? Ensuite, il y a le facteur humain. Trouver et garder les talents qui ont la double, voire triple compétence juridique, conformité et crypto, c'est un énorme défi. Une étude récente montrait que c'était un problème majeur pour 44% des entreprises au Luxembourg. Ces profils sont rares et donc coûteux. Et le troisième facteur? Le recours accru à des conseils externes, notamment juridiques, pour bien interpréter et appliquer ces nouvelles règles très complexes. Ça représente aussi un budget non négligeable. Et le calendrier? On a jusqu'à quand pour être prêt? Attention! Même si la période de grâce pour les anciens PSAV va jusqu'en juillet 2026, les règlements MiCA et TFR, eux, sont déjà applicables depuis fin 2024. Donc, en théorie, tout le monde devrait déjà être en conformité sur ces aspects. Donc il ne faut plus attendre. Absolument pas. Un prestataire sérieux devrait déjà, là, en octobre 2025, avoir terminé son analyse d'écart, mis à jour ses systèmes, ses politiques, et être en pleine phase de formation du personnel et de redocumentation des clients existants si nécessaire. Attendre le dernier moment, c'est prendre un risque énorme. Et vous disiez que la tarification devient un outil de gestion des risques. Oui, tout à fait. La discussion sur les aspects LBCFT, y compris le prix, c'est fondamentalement une négociation sur qui porte quel risque. Le prix doit refléter l'investissement fait par le prestataire en technologie et en personnel, mais aussi son propre appétit au risque face à la complexité du client. Un prix trop bas pourrait être un signal d'alarme. Ça peut l'être. Soit le prestataire subventionne le risque, ce qui n'est pas tenable à long terme, soit, et c'est plus inquiétant, il n'a peut-être pas fait les investissements nécessaires pour gérer correctement ce risque. Et ça, c'est un risque indirect pour le fonds et ses investisseurs. C'est très intéressant. Vous disiez au début que cette conformité renforcée pouvait devenir un avantage concurrentiel, un USP. Comment on passe concrètement de la contrainte à l'opportunité? Comment un prestataire peut vraiment vendre ça? C'est là que le changement de perspective est essentiel.
Dans ce nouvel environnement, post-AMLA, post-MiCA, avoir une fonction conformité LBCFT qui est vraiment best in class, ce n'est plus juste une obligation légale, c'est un atout stratégique. Et cet atout, il faut savoir le valoriser, le marketer intelligemment. Et comment on articule cette valeur ajoutée? Auprès des clients, des prospects? Il y a 3 axes principaux, je dirais. Le premier, c'est de renforcer la confiance des investisseurs. Les institutionnels sont de plus en plus exigeants dans leur diligence opérationnelle, surtout quand il y a des actifs numériques dans le portefeuille. Ils t'osent plus de questions. Beaucoup plus. Et un prestataire qui peut expliquer très clairement, avec des détails, ses contrôles avancés, comment il évalue les PSDA, comment il gère la travel rule. Ça apporte une réassurance énorme. Il répond directement à la question implicite de l'investisseur, est-ce que mon capital est bien protégé contre les nouveaux risques liés à cette classe d'actifs? D'accord. Premier axe, la confiance. Le deuxième? Deuxièmement, c'est être un catalyseur d'innovation pour ses clients. Imaginez un gestionnaire de fonds qui veut lancer une nouvelle stratégie, un peu pointue, avec des actifs numériques. Sa capacité à le faire dépend énormément de ses prestataires. L'administrateur, le dépositaire. S'ils ne sont pas prêts, ça bloque. Exactement. Mais si le prestataire est déjà équipé, s'il a l'expertise, il peut accompagner ce lancement rapidement et en toute sécurité. C'est un avantage concurrentiel énorme par rapport à ceux qui sont encore en train de développer leurs capacités. Le prestataire devient celui qui permet l'innovation, pas celui qui la freine. Et le troisième axe pour cette USP? Troisièmement, c'est de garantir la pérennité et la stabilité. Une infrastructure de conformité solide, une vraie culture de la gestion des risques LBCFT, ça réduit considérablement le risque d'avoir des problèmes financiers, des amendes, des sanctions, des atteintes à la réputation, qui peuvent vraiment déstabiliser un fonds ou même le prestataire lui-même. Cette résilience opérationnelle, c'est une partie clé de la proposition de valeur aujourd'hui. Donc cette expertise, elle doit se voir au-delà de la communication, dans les actes, dans les processus? Ah oui, complètement. Ça se voit dans la qualité des questionnaires de due diligence qu'on envoie, dans la précision et la robustesse des clauses qu'on négocie dans les contrats, dans l'assurance avec laquelle les équipes peuvent discuter de ces sujets complexes lors des conseils d'administration. Le message change en fait. Oui, le vrai USP, ce n'est plus « on respecte la loi », ça c'est la base, c'est plutôt « notre cadre de conformité avancé est un atout stratégique pour vous. Il sécurise votre développement, il facilite votre accès à des marchés innovants comme les cryptos et il renforce votre attractivité auprès des investisseurs les plus sophistiqués. On passe vraiment d'une fonction vue comme défensive, un coût nécessaire, à un levier commercial proactif. C'est une vision assez stimulante, effectivement. Pour terminer, si on regarde juste devant nous les prochains mois, quelles sont les prochaines étapes ou les points de vigilance à avoir en tête? Il y a quelques échéances et points à surveiller, oui. D'abord, l'annonce très attendue de la première liste des fameuses 40 entités qui passeront sous supervision directe de l'AMLA. C'est prévu pour 2027, mais la méthodologie de sélection va être publiée avant et sera, à n'en pas douter, très commentée. Et au niveau luxembourgeois du côté de la CSSF? Il faut s'attendre à ce que leur prochain questionnaire annuel sur la criminalité financière, celui pour l'année 2025, soit encore plus précis, plus exigeant. On peut anticiper des questions très ciblées, demandant des chiffres, des données quantitatives sur la mise en œuvre de MiCA et du TFR. Par exemple, quelle méthode utilisez-vous pour évaluer le risque crypto de vos clients ? Quels sont les résultats concrets de votre surveillance des transactions impliquant des portefeuilles auto-hébergés? Combien de transactions bloquées? Combien vérifiées? Fini les réponses qualitatives un peu générales, il faudra prouver l'efficacité avec des chiffres. Et sur le plan réglementaire pur, il y a encore des textes à venir? Oui, au niveau européen, on attend encore des normes techniques de niveau 2 et 3 sous MiCA qui vont venir préciser certains détails opérationnels. Et puis, il y a un rapport assez attendu de la Commission européenne sur la question des jetons non fongibles, les NFT. Pour savoir s'il faut les réguler spécifiquement. Exactement. Et si la conclusion est oui, ça pourrait encore élargir le périmètre de la réglementation et donc des obligations LBCFT. C'est un dossier à suivre. Bon, pour résumer cet échange vraiment très dense, si on devait repartir avec les 3 messages essentiels sur cette nouvelle ère de la conformité LBCFT, ce serait quoi? Alors, je retiendrai 3 points clés. Premièrement, le nouveau cadre européen avec l'AMLA en tête, c'est une révolution structurelle. Il faut s'adapter à une supervision plus harmonisée, plus centralisée et potentiellement plus intrusive. D'accord, deuxièmement, les cryptoactifs sont maintenant au cœur du système LBCFT. Maîtriser MiCA, la travel rule, l'évaluation des risques spécifiques,
C'est devenu absolument indispensable pour tous les acteurs financiers. Et troisièmement, Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il faut voir cet énorme défi comme une opportunité stratégique. L'opportunité de renforcer la confiance, de permettre l'innovation pour ses clients et finalement de gagner un avantage concurrentiel décisif grâce à une conformité maîtrisée et valorisée. une opportunité à saisir donc. Merci beaucoup pour cette analyse très claire et très complète. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, où une note 5 étoiles nous aiderait beaucoup, et sur notre chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat. Suivez et connectez-vous avec Bertrand Mario sur LinkedIn. Vos commentaires et likes y sont également les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Les auditeurs sont invités à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.